messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur la chaîne culturelle Oiseau FM. Et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission Parole à l'auteur. Comme vous le savez, Parole à l'auteur est une émission ou un cadre qui reçoit des artistes écrivains de la ville de Bukavu, la province du Sud Kivu et la République démocratique du Congo en général, pour le mettre en lumière, mais surtout pour partager les motivations autour de leurs œuvres littéraires. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés de recevoir un artiste de la ville de Bukavu, un homme très talentueux à multiples casquettes. Mais je vous les présente La survie à travers l'écriture, un recueil qui mêle romantisme au dramatique, avec un genre littéraire classique à des vers très libres à travers lesquels l'auteur survit. Un recueil poétique paru aux éditions Muse en 2023 et verni à l'Institut français de Bukavu, préfacé par Aristote Bagabo Deharum. En ce jour, Parole à l'auteur est honoré d'échanger autour de cette œuvre d'un homme très inspirant et très inspiré de la ville de Bukavu, qui est connu sous multiples facettes. Vous le connaissez, YGC Morandikiri. Bonjour. Bonjour Kétia. J'espère que ça va très bien. Si bien présenté. Désolé, je me demande si c'est vraiment moi. Oui, c'est moi. Et c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de te recevoir. Permet ce tutoiement parce que ça m'arrange en tout cas beaucoup et ça familiarise. Et j'espère que pour les auditeurs et les téléspectateurs, ça va aussi super bien. Et aujourd'hui, nous parlons de ces recueils, les tout premiers, La survie. Et déjà pour commencer, pour peut-être les peu des gens qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu peux te présenter? Bon, j'ai déjà très bien été présenté, donc je ne souhaite pas diminuer la dose. Sinon, oui, je suis YGC Morandikiri, je suis étudiant à l'UCB en Polytechnique. Ce sont des détails actuels qui n'étaient pas encore nés lorsque je faisais la survie. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai survécu. J'ai survécu et voilà, je suis là et je suis heureux en tout cas de représenter aujourd'hui ces cadres avec la survie, de raconter la survie. C'est un plaisir et un honneur pour moi. Très humble, mais on va le dire, j'essaie derrière plusieurs activités et projets culturels dans la ville de Bukavu, entre autres des concours de Scrabble, mais également l'accompagnement de concours d'éloquence dans la ville. Et on voulait savoir pourquoi vous êtes tant impliqué dans la culture. Voilà, comme j'ai toujours dit, la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on aura tout oublié. Alors oui, la polytechnique, les physiques, les mathématiques et tout cela, mais ce sont des formules qu'on peut oublier d'un moment à l'autre. Et la culture, elle, peu importe les formules mathématiques qui peuvent déborder avec la polytechnique et tout cela, je pense que la culture reste. La culture restera toujours là. Et donc, c'est mieux d'être culturel en s'amusant aussi parce que c'est un peu ça, en fait, le Scrabble, ce jeu et cette culture que j'apprécie beaucoup. Et c'est aujourd'hui une culture pour moi parce que je me dis que si on peut jouer avec les mots en parole, on peut les faire aussi par écrit et c'est ça, en fait, ce qui me représente aujourd'hui. Alors, le recueil poétique La survie, c'est une collection d'une cinquantaine de textes, en tout cas c'est très énorme, rassemblés depuis 2021 jusqu'en 2023. Vous avez décidé de publier ce recueil. Alors on veut savoir d'où est partie l'idée de rédaction. Oui, bon, j'ai toujours dit, bon, on disait quelque part, on a appris qu'on est poète, on devient orateur. Mais moi je pense que je suis né orateur et devenu poète. Déjà parce que auparavant, oui, je pouvais apprécier les lectures, mais je ne pensais pas écrire. Et oui, je voyais chaque fois, à la fin de chaque texte, on écrit les noms de l'auteur. Je me suis dit, est-ce qu'il peut être possible qu'on écrive aussi mon nom à la fin des textes? Et puis un texte inspirant, un texte magnifique. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, non, je vais voir si je vais mettre mon nom à la fin d'un texte. Mais bien sûr, pour le faire, on écrit ce texte-là. Et j'ai écrit, c'est un texte qui parle de l'Afrique, je pense. L'homme meurt toujours doux, tant que sans atout. Fraterniser avec tous en Afrique sans atout. Oui, je me rappelle très bien de certains de ces textes-là. Mais oui, après, j'ai commencé à écrire texte par texte sans penser à publier un jour d'une manière internationale comme aujourd'hui. Mais quelque part, j'ai été aussi conseillé par certains professeurs qui me disaient non, tu peux publier 10 textes dans un magazine, 10, et puis avancer comme cela. Et puis je me suis dit non, j'ai quelques 50 textes, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Je les regroupe dans un seul recueil et je pourrais facilement publier ça. Ça m'a pris presque une année pour enfin sortir des livres et c'était magnifique à la fin. Alors on se demande, est-ce que la poésie c'est un art qui vous a rencontré dans votre exercice de la culture, ou c'est quelque chose avec lequel ou la rédaction vous avez grandi avec depuis l'école primaire? Oui, je dirais que la poésie c'est une dame, une très belle dame qui m'a rencontré
et qui m'a séduit. Donc, oui, j'étais déjà dans les domaines culturels. Déjà, je pense à l'époque, j'étais vice-président d'un club d'éloquence de la francophonie dans mon école. Et là, je commence déjà à encadrer, en tout cas, les mondes francophones de mon école. Et là, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose et d'impressionner les mêmes postes avant moi et aussi impressionner aussi les autres élèves. Et c'est là qu'il a survécu. Et je me suis fait apprécier par mon professeur de français. Oui, il m'a donné beaucoup de conseils et je remercie beaucoup Longo Mubake, qui était mon enseignant de français à l'époque. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de force. Et c'est là que j'ai rencontré cette dame que j'ai aimée et que j'ai chérie toujours jusqu'à aujourd'hui. Et en produisant ce recueil, on se demande quels étaient les objectifs autour Objectif de l'écriture. De l'écriture, De la production. De la production, d'écriture et tout. Ouais. Et aujourd'hui, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une station latine, Verba volant scripta manant, les paroles s'envolent, les écrits restent. À l'époque, j'étais orateur dans mon école secondaire. Et là, oui, j'ai parlé. J'étais un bon orateur, j'étais président des orateurs. Et donc, on faisait des matchs d'éloquence et tout ça. Mais là, c'était les paroles que je ne peux pas encore avoir aujourd'hui parce que j'ai non seulement perdu mon éloquence, mais aussi mes vidéos, peut-être, soit mes inspirations de l'époque, en parole. Mais oui, après, l'écriture, elle, parfois je me dis non, ça c'est bidon ce que j'écrivais. Mais oui, c'est bidon, mais ça me représente. C'est moi, c'était moi. Là, je me retrouve directement dans ma casquette. Je me rappelle parfois comment est-ce que je me suis inspiré. Et là, je comprends parfaitement que la parole peut s'envoler, mais les écrits restent. Donc, c'était ça, survivre par l'écriture. Survivre, et c'est là aussi l'inspiration du titre, la survie, parce qu'avec les faits, les paroles, les écrits restent, cela veut dire qu'on pourra survivre par l'écriture. Et vous commencez ces recueils poétiques en remerciant déjà la nature qui ressort dans la préface en montrant que c'est l'une des réelles motivations qui vous ont accompagné dans l'inspiration, mais également vous citez les parents sans lesquels vous ne serez pas arrivé ici. Alors la question qui se pose, c'est quelle place occupe l'environnement familial dans la production artistique et surtout la production d'un recueil de poèmes? Je pense que la famille, les amis, la nature, ils m'ont beaucoup en tout cas boosté. Comme je l'ai dit, quand j'écrivais un texte, je ne pensais pas en fait réunir un jour un recueil. Mais après, c'est grâce à eux, c'est grâce à ces faits-là qu'ils m'ont toujours encouragé. Moi-même donné un peu d'argent, ouais, je dois l'admettre, que je suis arrivé là. Parce que si vous vous rendez compte, il y a des textes que j'ai dédiés à certains amis. Et là, on se rend compte, même à certains amis aussi, pour ne pas être trop féminin, là, on se rend compte aussi que s'ils m'ont inspiré, c'est qu'ils ont ajouté un texte de plus à ces textes-là. Et donc, ils valent en tout cas tout ce que ces recueils font. Ouais. Et vous le dites, c'est un recueil qui raconte toute votre vie, le cheminement d'un parcours à un autre. Mais vous commencez par peine l'écriture. Est-ce que c'est une manière déjà de démontrer les défis par lesquels passent les artistes poètes qui décident d'embrasser ce métier? Oui, parce que c'était une sélection pléthorique des textes. Il y a des textes que j'ai écrits avant la pénétration. Je pense que dans ce recueil, il peut être le deuxième plus vieux, la peine d'écriture. Oui, parce que écrire, c'est pénible. D'ailleurs, moi, je n'aime pas écrire, pour être franc. Je n'aime pas écrire, mais ce que j'aime, c'est me lire. Alors, pour me lire, il faut écrire. Alors, qu'est-ce qui vous pousse vraiment à écrire quand déjà c'est quelque chose que vous n'aimez pas, mais quand même vous écrivez? Parce que j'aime lire, j'aime me lire. Et alors, pour me lire, il faut carrément écrire. Donc, c'est comme qui dirais-je, le travail dur n'est jamais apprécié. Seul le résultat compte. Et ce que j'aime, ce n'est pas quand j'écris, mais quand je lis ce que j'ai écrit. Et donc, c'est ça ma passion. Intéressant. Ouais. Plus pénible peut être un travail, c'est les résultats qui comptent. Et moi, j'aime évidemment ça. Alors, dans quel état d'esprit on veut savoir était l'auteur lors de la rédaction du poème C'est toi que j'aime? Ouais, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Voilà, je me retrouve très bien. Voilà, c'était pendant des moments amoureux, oui, parce que il y avait une fille que j'aimais, que j'ai suivie, quelque part j'étais dans les textes, que j'étais venu chez elle, mais elle m'a dit, bon, je dois aller voir certains amis,
et tout ça. Donc je vois comme si la fille ne me considérait pas. C'était oui une amie parce que je ne venais pas souvent devant la fille lui dire exactement mes sentiments. D'abord j'ai d'abord une amitié, c'est ce que je fais toujours jusqu'à aujourd'hui. Et que d'abord une amitié, donc s'il y a des filles qui sont amies à moi, peut-être qu'elles aussi sont ciblées. Alors, le message est bien passé. Ouais, alors après ça, je me dis oui, je peux passer à la phase suivante. Et la fille, je lui avais carrément exprimé mes amours. Et à l'époque quand j'écrivais ces textes, elle n'avait pas accepté. Et c'est quand je lui ai dit non, c'est toi que j'aime, mais tout perdre pour que toi je te garde. Je me sens heureux que quand je te regarde, vivre l'un de toi, malade que je suis, un jour sans te voir, la nuit m'encore mes nuits. C'est ça. Très intéressant. Mais une question qui me vient à l'esprit, est-ce que le poète écrit juste pour exprimer ce qu'il ressent, mais quelque part aussi il peut proposer des solutions? Par exemple, je m'explique, dans les textes C'est toi que j'aime, c'est vrai qu'on ressent ce que tu transmets comme message, mais est-ce qu'aussi tu parviens à proposer des solutions? Par exemple, j'aimerais que tu fasses ceci. Oui, voilà. J'ai toujours pensé que, bon, étant aussi beaucoup trop physique, avec les sciences physiques, je pense que comprendre les problèmes, c'est déjà une grande partie de la solution. Et donc, souvent, j'exhibe souvent les problèmes, je détaille les problèmes, et ces détails-là, facilement, est la solution. Parce que lorsqu'on a de belles données, des bonnes données, facilement, on comprend comment on va parvenir à la solution. Parce que le poète ne dit pas tout. Le poète ne dit pas tout. S'il disait tout, alors il ferait une déclaration des romans. Le poète, il laisse à son lecteur une certaine interprétation libre de ses textes. Et chaque poème, il y a même des gens qui interprètent mon poème et me disent waouh, oui, c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai pensé écrire. Voyez-vous, donc c'est pour dire que le poète, c'est un inspirateur. Il laisse ses lecteurs s'inspirer de ses textes. C'est pour ça que je ne vais pas tout donner comme solution à la fin, mais j'exhibe les données, j'exhibe les problèmes, et après cela, le lecteur pourra en tirer une solution. Très intéressant. Moi, j'aime bien ce que je suis en train d'entendre. J'espère en tout cas que les téléspectateurs et les auditeurs aussi apprennent grâce à cette émission. Et nous sommes en train de poursuivre parce que nous disions c'est 50 textes, mais nous ne pouvons pas tous les citer ici. Nous sommes juste en train de toucher sur les quelques textes qui ont attiré notre attention sur certaines situations que nous vivons aujourd'hui. Mais nous encourageons également les auditeurs et les téléspectateurs à se procurer de ce recueil pour tout lire, pour comprendre, pour aussi interpréter et peut-être même pour se joindre à vous pour vous dire il y a même de séances de discussion, voilà moi je pense aussi de ça, tu aurais pu faire ceci. Ouais. Et nous sommes en train de poursuivre La présidence qui est aussi un autre poème qui est un jeu entre la soif du pouvoir, mais également les désirs d'oser, le désir de s'affirmer, le désir de montrer que je suis capable de faire X, Y chose, de gouverner. Même si dans ce contexte, c'est par rapport à une direction, c'est par rapport à une direction, à une campagne entre des écoles. Mais je suis en train de me demander, est-ce que la seule volonté de vouloir diriger cette école à ce moment-là vous a suffi ou il y avait d'autres moyens à mettre en œuvre pour remporter les élections? La seule volonté de vouloir... Si les chrétiens m'ont permis de... Si par exemple dans ce texte, on voit que vous êtes en train un peu de décrire ce que vous vouliez faire, comment je veux devenir, qu'est-ce que je suis censé faire, la campagne et tout. Alors on veut savoir dans la vie courante, est-ce que la seule volonté quand on veut diriger, est-ce que la seule volonté suffit pour qu'on obtienne ce qu'on veut, pour qu'on atteigne les objectifs où il y a des choses à mettre en place pour y arriver quand même? La volonté de diriger. En fait, je pense que comme le disait Albert Einstein, il disait, je ne vais pas répéter ces mots, mais je pense que c'est lui qui avait dit cela, il disait, lorsque les personnes intelligentes ne veulent pas diriger, alors laissons les médiocres diriger. Alors c'était pour dire qu'à l'époque, je ne me prenais pas pour un médiocre, je me prenais pour un intelligent. Et je pensais qu'on avait besoin d'intelligents pour y arriver. Déjà, je ne voulais pas seulement diriger, c'est que mes amis aussi, les gens que je souhaitais peut-être qui pouvaient être à ma place, parce que je ne pense pas que ce serait moi, ce ne serait pas moi en tout cas qui serait à la tête de cette francophonie à l'époque. Il y avait des gens qui étaient plus éloquents que moi, plus compétents que moi, plus poètes que moi, mais qui m'ont dit, je sais, on te préfère toi. Parce que nous, on est peut-être beaucoup plus compétents que toi
oui, mais tu incarnes aussi un leadership dont nous avons besoin pour nous réunir et tout cela. Alors, je me suis dit, s'ils pensent que je suis peut-être pas les plus compétents, peut-être pas les plus leaders, mais au moins le mieux, c'est celui qui incarne les deux à la fois. Parce qu'il peut y avoir des leaders, des bons leaders que moi, mais est-ce qu'ils sont aussi éloquents? Des bons éloquents qui sont aussi leaders, pas pour me vanter, mais c'est comprenez que je me mets, en tout cas, au milieu d'entre eux tous. Et je disais, ouais, j'ai accepté, j'ai eu cette soif, parce que lorsqu'on fait une chose sans le vouloir réellement, on ne le fait pas bien. Et cette soif, et les élèves, ils ont accepté de me donner cette charge. Je l'avais fait pendant une année, je pense 2 ans, parce que la deuxième année, c'était à partir de cela que, ouais, je pense 2 ans. Et c'était vraiment un plaisir. Ça m'a boosté davantage, parce que en boostant les autres, je me suis vu aussi en train de me booster moi-même. Parce qu'en tirant les autres, je me suis vu en train de monter encore plus haut. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux pas laisser cette sculpture qui aujourd'hui m'a toujours encouragé, m'a toujours donné des forces. Même à l'école, si je me suis en sorti, je me disais non, si j'échoue, mon président de la francophonie, qu'en sera-t-il des membres? Ils vont dire que non, les clubs, ils imbriquent seulement les élèves. Alors pour qu'ils ne puissent pas dire cela, il faut que j'exerce aussi les mathématiques, le français, le physique, les autres, les chimies, tout cela, pour qu'ils puissent quand même dire que oui, ils s'en sortent très bien, ceux qui fréquentent ces clubs. Intéressant. Et en parcourant toujours le voyage dans ce recueil, vous avez pris le temps aussi d'évaluer les difficultés que traversent les pays démocratiques dans le continent africain. Et vous avez cité quelque part que beaucoup de choses, beaucoup d'aspects peinent à évoluer. C'est par exemple le système éducatif qui, vous dites, n'est plus une garantie. Ce n'est plus une garantie. Mais la question maintenant cherche à savoir comment ou que devrait faire le citoyen africain pour réellement vivre cette démocratie, puisque vous dites il est temps ou l'heure de la démocratie a sonné. Alors qu'est-ce que devrait faire le citoyen démocratique africain pour vraiment vivre cette démocratie? Oui, je pense que les contextes dans lesquels on était à l'époque n'est pas les mêmes aujourd'hui, parce que c'est pire. Et c'est un sujet, en tout cas, qui, à l'époque, était aisé de discuter là-dessus. Et j'en parlais très bien. Je pense que les citoyens africains, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord de comprendre qu'il est africain et qu'il doit vivre la démocratie à l'africaine. Parce que, oui, on a beaucoup bien vouloir copier, mais un lion qui copie un lion devient un singe. Alors, cessons de vouloir copier chaque fois tout, mais soyons démocrates à notre manière. Parce que lorsque j'ai lu la culture Chi, par exemple, avec toute l'histoire, on peut penser que ce n'était pas démocratique, mais c'était vraiment démocratique. Les rois ne prenaient aucune décision sans l'avis préalable de ses conseillers. Et ces conseillers-là venaient des différents clans. Et ces conseillers-là étaient choisis dans ces clans-là. Donc, ceux qui décidaient dans les royaumes, c'était les conseillers et les rois validaient. Alors, c'est démocratique carrément. Donc, je pense qu'on a toujours été démocratique. Et en voulant copier cette démocratie étrangère, on perd notre démocratie. Ce qui n'est pas bien. C'est ce que j'ai dit dans mes textes et je les pense vraiment. Et toujours, chacun a un rôle à jouer là-dedans, non pas seulement les dirigeants, mais également nous jeunes. Et ça rejoint cette idée où, dans le texte Homme perdu, vous citez cette jeunesse sans abri, cette jeune génération qui s'enivre, elle ne pense plus à se procurer des vivres, elle fuit sa mission. Alors, moi, je veux savoir quel genre de message vous vouliez adresser à la jeunesse particulièrement, puisque un État démocratique, c'est aussi des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Alors, quel type de message vous vouliez adresser à travers le texte poétique Homme perdu? Je suis très heureux, Katia, de faire cette émission avec toi parce que tu as vraiment parcouru la chirurgie et je pense que tu as vraiment survécu. En tout cas, c'est ça. Oui, Homme perdu, la jouvence indocile des réfractaires, je pense que c'est ça. Elle ne pense plus à se procurer des vivres. Et oui, aujourd'hui, on s'est rendu compte que on s'en rendait compte déjà quand j'écrivais que les jeunes aujourd'hui étaient bon, aujourd'hui de l'époque c'est la même chose parce qu'il n'y a pas en tout cas de temps, c'est toujours la même jeunesse. Ils sont beaucoup plus concentrés à certains reprochent d'être beaucoup plus amoureux, certains on reproche cela, oui c'est vrai, aussi à la drogue, mais aussi à l'alcool et tout ça. Et je pense que ça c'est quelque chose qui nous conduit parfois à se perdre. Et si la jeunesse se perd,
je pense qu'on aura perdu tous les pays entiers, on aura perdu toute l'Afrique entière. Et c'est un risque auquel je ne veux pas vraiment que la jeunesse puisse se retrouver. Parce que s'il y a beaucoup plus de mauvaises personnes, les bonnes personnes seront les mauvais. Et il serait mieux d'être du côté de la majorité, donc d'être aussi mauvais. Alors pour ne pas arriver à ce point-là, il ne suffit pas d'être bon. Ce qui est utile, c'est de rendre aussi les autres aussi bons. Pour dire, ce n'est pas comme disait Baden-Powell, ne resterez-vous en quittant ces mondes, non pas d'avoir été bon, cela ne suffit pas d'avoir quitté un monde bon. Et pour cela, il faut aussi que les autres puissent aussi être bons. C'est là que je me dis, il faut conseiller ces jeunes, il faut éduquer par des actions ces jeunes, et c'est cela ce qui permettra en tout cas à cette jeunesse de se relever et relever aussi les pays entiers. Très intéressant, très intéressant. Moi j'aime bien, plus j'échange, plus j'apprends à travers le poète. Et quelque part vous dites on est humain et on devient poète. Alors je veux savoir, un partage d'expériences et de secrets, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour devenir un poète utile à la société? Voilà, il faut d'abord être humain. Comme je l'ai dit, quand j'ai commencé l'émission, je disais, je suis devenu poète. Je suis né orateur, je suis devenu poète. Je suis né orateur, pourquoi? Parce que lorsque je suis né, j'ai parlé, disons, avec des cris bien sûr. Et c'est ça, la base, comme on dit, la parole nous a créés. Donc c'est ça la base de la création et de la parole aussi. Je suis né orateur, comme nombreux d'entre nous, je pense tous. Mais voilà. Pour être un bon poète, il faut d'abord être humain. Un humain, ce n'est pas celui qui a les sangs rouges qui coulent dans ses veines. C'est ces messieurs-là qui a de l'humanité en lui. Je pense que c'est plus compréhensible comme ça. Qui est bon d'abord, qui inspire. Parce que le poète, ce n'est pas seulement celui qui s'est fait inspirer. Parce que bien sûr, pour écrire, il faut avoir de l'inspiration. Mais il inspire aussi les autres. Il inspire les autres et il veut inspirer les autres. Et donc, ce qui m'encourage le plus, en tout cas, je l'ai dit très bien, ce n'est pas seulement ces gens qui m'ont donné des conseils, mes professeurs, mes familiers, tout ça, et ils m'ont donné des forces. Mais ce qui m'encourage encore, c'est ces gens que j'ai inspirés ensuite. Quand parfois je vais me décourager, quelqu'un m'envoie son texte et dit, j'ai envie d'avoir ton avis quant à mes textes. Je me dis, non, c'est parfait. Moi, je ne pouvais pas faire ça à l'époque, quand j'avais son âge. Mais je me dis, waouh, si lui, il pense que mon avis est utile pour son texte-là, son texte ici, c'est que je l'ai inspiré. Et les gens me disent aussi, pour moi, bon, je ne vais pas beaucoup trop dire là-dessus, pour moi, tu m'as beaucoup inspiré. Et cela donne en tout cas beaucoup plus de force. Donc, c'est ça, être humain. Parce que même si je suis talentueux, si je n'inspire pas d'autres, si je ne suis pas humain, à quoi sert ma poésie? À quoi sert mon talent? Et certaines personnes peuvent aller jusqu'à penser que la poésie c'est réservé à une catégorie de personnes, des dragueurs. Ouais. Mais pourtant, vous dites que non, il faut inspirer. Et ici, vous dites qu'un poète est la lumière qui guide vers le droit chemin. Alors, que dire à ces personnes qui ont peut-être cette confusion de penser que la poésie c'est seulement uniquement réservé à l'amour? Le poète, c'est une lumière qui mène vers le droit chemin. Ces mots sont comme la théière, il faut prendre chaque matin. Je pense que c'est ça. Oui, la poésie, moi je ne pense pas qu'il y ait des vrais poètes sans amour. Parce que, disons, sans l'amour aussi. Parce que un bon poète, il doit aussi aimer. Moi je l'ai dit ici, je l'assume. Un bon poète, il doit aussi écrire des textes romantiques. Parce que c'est ça en fait, c'est la base de la poésie. Mais au-delà de la base, parce qu'il faut, c'est comme dire, quand on veut construire une maison, il faut carrément qu'il y ait les ciments. Mais les ciments, oui, ne va pas tenir seul. Il faut des briques, il faut des fers à béton, tout cela. Et c'est là que je vais vers aussi, dans l'aide aromatique, j'ai aussi dans d'autres genres, de textes, entre autres la satire et tout ça. Je pense que ce n'est pas seulement l'amour de la poésie, mais l'amour c'est une base de la poésie. Et donc ceux qui pensent que les poètes sont seulement des amoureux, des dragueurs, comme s'il a dit, ils n'ont pas raison, ils n'ont pas aussi tort. Ils n'ont pas tort parce que, comme je viens de le dire, l'amour c'est la base. Ils ont raison, ils n'ont pas raison parce que on peut être un bon poète et ne pas vraiment être un dragueur, soit un dragueur pro comme. Quand on dit dragueur pro, on voit un type qui s'amuse avec l'amour, ce n'est pas ça. Il doit aimer, il aime, mais ce n'est pas un dragueur. Parce qu'un dragueur, c'est celui qui s'amuse avec l'amour. Alors l'amour, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose qui devrait être pris avec beaucoup de considération et d'amour aussi. L'amour devait être pris avec amour.
Et en vous lisant, on comprend que la poésie n'est pas seulement l'amour, parce qu'on a lu quelquefois le je pense à toi, il se fait tard, je ne sais pas trop, beaucoup trop de vers qui ne parlent que d'amour, mais on comprend que ce poète, le poète, il touche à tout. Il pense à l'environnement, il pense à la famille, il pense au bien-être, il pense à la sécurité, il pense à l'évolution de l'être humain. C'est en ce sens peut-être que je cherche à voir, est-ce qu'il y a un message que vous pouvez adresser à tous les poètes qui sont en train de nous suivre, qui sont peut-être toujours dans cette mentalité de non, je suis poète, je dois seulement écrire des choses qui concernent l'amour. Je pense que ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas parce que, comme je l'ai dit, l'amour c'est une base, c'est un socle, mais ce n'est pas suffisant pour bâtir les bâtiments, pour bâtir la maison. Et en tant qu'architecte des mots, je pense qu'il faut faire brique par brique, en tout cas bâtir paisiblement, lentement mais sûrement, c'est qu'on veut appeler poésie aujourd'hui. Et l'amour seul ne le fera pas. Il faut beaucoup d'amour pour le faire, mais seul l'amour ne le fera pas. Une question curieuse. Après la rédaction de recueil poétique La Survie, est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Oui, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Parfois je me dis, je pourrais faire ça au lieu de ça quand je lis certains textes. Et d'autres fois je me dis, waouh, qui avait écrit ça moi? J'apprécie beaucoup plus. Je suis satisfait, c'est parce que ça me reflète. Je me découvre et c'est ça, je suis satisfait. Mais j'admets que s'il faudrait refaire La Survie, je referai La Survie entière. Mais je tuerai La Survie. Alors parce que La Survie doit vivre, alors je ne vais pas le refaire. De la poésie pure. Alors que dire à tous les passionnés de la poésie qui sont en train de vous suivre en ce moment, qui sont inspirés par vous, qui voudraient commencer, mais se posent énormément de questions et qui sont peut-être prêts à se décourager parce qu'ils se disent non, c'est trop énorme, c'est trop dur. Quel message leur adresser pour qu'aussi ils deviennent un jour plus grands? Parce que moi je ne veux pas dire comme YGC, mais plus grand que YGC. Merci. Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est que, bon déjà, est-ce que je sais ce qu'il faut leur dire? Parce que la poésie, comme j'ai commencé par dire, c'est une dame qui m'a choisi et que j'ai aimé. Alors, il faudrait soit que eux aiment la dame et que la dame aussi les aime en retour, ou soit que la dame les choisisse eux et qu'eux aussi aiment cette dame. Parce qu'il faut que l'amour soit réciproque. Alors, si cet amour n'est pas réciproque, ça ne va pas marcher. Mais, comme je l'ai dit, on n'est pas poète. Alors, on peut devenir poète. Il faut d'abord naître orateur, devenir humain, ensuite être poète. Ce sont ça les étapes à parcourir pour arriver à la poésie. Et comme vous m'avez dit de parler d'autres poètes, je pense particulièrement à mes amis, à mes confrères avec qui nous sommes en train de travailler un futur ouvrage qui paraît bientôt. Et qu'on sera honoré de présenter dans Parole à l'auteur. Merci, bien sûr, oui, merci beaucoup d'avance. Et qui peint, comme je l'ai dit, qui peint particulièrement l'amour, c'est dans le royaume des roses. Et dans le royaume des roses, parce que ce n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Je salue Kram et JCD avec qui on présentera ces livres ces mois, donc ces mois de juin, soit le 22 juin. Merci beaucoup. Nous sommes en train de finir notre émission, c'est vraiment intéressant. Mais une question toujours parce que je sais qu'on est en train de s'amuser quand même, on est en train de découvrir qui j'essaie. Depuis la sortie du recueil poétique La Survie, qu'est-ce que ces recueils, qu'est-ce que cette production t'a rapporté de plus? Sur ton art, sur ta personne, ouais. Sur toi, sur ta famille, qu'est-ce que ça t'a rapporté vraiment? D'abord, la casquette d'écrivain. Je l'apprécie très bien, même si je me dis que oui, être écrivain, c'est n'est pas seulement publier un livre. Parce que vous avez plutôt moins signifié qu'à moi, est-ce que je serai vraiment un écrivain un jour? Parce qu'être écrivain, c'est aussi avoir ses livres, pas seulement son livre, ses livres au-dessus des étagères des grands écrivains. Est-ce que je serai un jour à côté de Lamartine, de Victor Hugo, soit de Pierre de Ronsard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà, être appelé écrivain constamment, ça me rassure. Aussi, architecte des mots, ça me booste encore plus. Et je pense que ce que ça me rapporte, c'est énorme. Je ne sais pas si vous voulez aussi que je parle de matériellement, mais je sais que... Bon, ça fait aucun mal. Matériellement, je pense qu'au début, je n'écrivais pas pour l'argent, et pas encore aujourd'hui, je n'écris pas pour l'argent.
Mais je pense que je n'ai pas écrit pour rien. Très intéressant, très bref aussi, mais on comprend qu'il y a plusieurs opportunités. Mais durant toute la réalisation du recueil poétique La Survie, à quel type de défi toi tu t'es heurté? Pardon? Les défis auxquels tu as fait face Du début jusqu'à la fin. durant... Je vais commencer par ça parce que j'en parlerai tout au long de l'émission. Il y a eu beaucoup de défis, beaucoup en tout cas. Entre autres, déjà, lorsque je vais voir un correcteur, disons un professeur qui m'était recommandé, il me dit, bon, la poésie ne se corrige pas. Là, c'est le professeur Chira. Moi, je me dis, non, je suis venu te voir pour être corrigé. On m'a dit que tu vas me corriger. Mais comment la poésie ne se passe? Il me dit, non, non, la poésie ne se corrige pas. Elle est parfaite de nature. Je lui ai laissé mon texte, mes textes, il a lu. Après, il m'a dit, waouh, c'est magnifique. Ici, pourquoi tu as dit ça au lieu de ça? Pourquoi ça au lieu de ça? Mais après, il me dit, non, ne change pas à cause de mes propos. Change. Donc, change, donc conserve, en fait, conserve cette poésie dans tes textes. Parce que ta poésie, c'est ce que tu donnes, ce que tu proposes, ça ta poésie. Donc, n'écris pas ma poésie à moi. Mets ta poésie à toi. Et ça m'a beaucoup aidé, même si au début je ne parvenais pas à comprendre tout ce qu'il me disait. Mais après j'ai compris et j'ai beaucoup admiré. Autre part, le café littéraire à l'Institut français, c'était le 31 mai 2024. Bon, c'est déjà pratiquement une année aujourd'hui. Avec ces cafés. En tout cas, c'était bien. J'avais demandé un café littéraire il y a donc 6 mois avant, je pense. Après, on ne m'avait pas programmé. Alors on m'avait dit qu'on m'a programmé dans 2 mois ou bien 1 mois. Après, bon, je me suis dit non, ça tombe comme ça. Et puis un jour, on m'appelle, me dit non, pour ces mois de mai, c'est ton livre qui sera à l'honneur. Et là, j'étais pendant les périodes des examens, je me rappelle très bien, des examens de premier semestre. Et là, je me dis, comment ça qu'on a vu tout ça? Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. J'ai m'enlevé et ces jours-là, je pense que j'avais examen ces jours-là. Après-midi en plus, café théâtre pour vie à 14h, j'examine après-midi. Et l'examen commence jamais après-midi, il commence après l'après-midi. Après l'après-midi. Alors, ici, en train de faire l'examen, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 30 minutes ici, puis je dois partir. Je regarde la copie, j'ai les questions. Et je réponds aux questions telles que je pouvais, d'autres sans réfléchir en tout cas rapidement. Et j'avais réussi à cet examen-là. C'était un examen théorique aussi. Bon, après, c'était ça le défi en tout cas, en bref, que j'ai traversé. Je vais rapidement, je présente. Et puis là, je me disais, si j'ai fini l'examen à temps, je vais préparer ce que je vais dire dans le café littéraire. Et je t'assure, très chère Katia, j'avais rien préparé. Je prends mon livre, je regarde, je dis, wow, c'est moi qui t'ai écrit, j'ai bien trouvé quelque chose qu'on disait que c'est toi. Mais après, qu'est-ce que je vais dire? Je regarde les gens, ils sont là nombreux. Certains m'attendent, d'autres à venir après moi. Et je me suis dit, je dois dire quelque chose directement peut-être. Ouais, j'ai changé parce que j'ai porté ma tenue du café littéraire, j'entre là-dedans et j'ai commencé à parler. Je parle, et puis je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? À la fin, je me suis rendu compte que c'était magnifique. Quand je m'ai écouté et je me suis laissé inspirer. Là, je suis en train de faire mes salam alaikum à tous ceux qui m'ont aidé à arriver là, à tous ceux qui m'ont coaché en art oratoire aussi, mais aussi à tous ceux qui m'ont aidé aussi en poésie. Parce que c'est ce qui m'a permis de faire très bien ces cafés que je remémore encore aujourd'hui avec beaucoup de beauté, beaucoup d'amour. On a beaucoup parlé de vous. Comment faire pour se procurer du recueil poétique La Survie? Oui, pour l'avoir, il faut... Bon, à Bukavu déjà, c'est disponible dans le magazine Likembe. C'est un magazine artistique ici à Nyawera, Maison Caritas. Aussi chez moi, en me contactant. Ailleurs, dans le monde entier, vous pouvez consulter les sites Amazon quand juste La Survie, IGC Moranzeki, La Survie, IGC. C'est très simple. Il y a beaucoup de sites sur lesquels La Survie est vendue. Et on peut s'en procurer aisément, sans beaucoup de complications. Et il va devenir en tout cas en version imprimée avec beaucoup d'aise. Très bien, mais peut-être un numéro de téléphone pour ceux qui voudront te contacter directement. Mais on précise, c'est un numéro de téléphone pour la vente de uniquement. Ouais, le 099 88 51 281. Pour la vente, mais aussi s'il y a d'autres trucs à me dire. D'autres opportunités. Ouais, j'essaierai là pour répondre. Je répète, le 099 88 51 281. Quel type d'aide de quel type d'aide toi tu as besoin pour percer dans ce monde? Parce que tu disais, tu ne sais pas, tu ignores l'avenir dans le monde de l'écriture, mais qu'est-ce qu'il te faut pour vraiment continuer comme ça? Parce que c'est une belle plume qu'on voudrait vraiment préserver pour la ville de Bukavu. Des partages,
des partages et des lectures. Ça m'encourage et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus important. En tout cas, lisez-moi parce que vous ne découvrirez jamais ce que je garde, ce qu'est la survie si vous ne lisez pas la survie. Donc, lisez la survie, proposez la survie à vos amis si vous aimez qu'ils aient aussi pu survivre. Et en tout cas, ça sera une aide magistrale et majestueuse pour moi. Surtout lisez pour découvrir. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. Ça a été un honneur tel que je disais. Toujours un plaisir d'échanger avec les gens très avertis et intelligents. On apprend toujours. Et donc, moi je te dis merci et surtout beaucoup de force pour ta carrière. On a hâte de lire ce livre qui va paraître en juin et nous serons très honorés de le présenter dans Parole à l'auteur. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous qui nous ont captés aujourd'hui, tous qui nous ont écoutés. En tout cas, c'est aussi un plaisir, comme on dit toujours, lire des livres du délire. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, qui avez suivi Oezo FM, la chaîne culturelle. Dans l'émission Parole à l'auteur, aujourd'hui, nous avons été avec Yesese Morandikire pour son premier recueil poétique, La survie, que vous pouvez découvrir dans les informations qu'il vous a laissées pour vous en procurer, mais également pour lire et découvrir et accompagner l'art de la ville de Bukavu. Katia Amina, c'est moi qui ai présenté cette émission. Je vous dis donc merci beaucoup. On se retrouve très prochainement.